Vous regardez 64 minutes, merci de votre fidélité. Place au débat de votre émission. Sommes-nous incapables de lutter contre la menace nord-coréenne? Menace nucléaire, cyber, les signaux sont là, mais comment faire pour mettre en place des garde-fous? Pour mieux comprendre l'écosystème économique illicite de Pyongyang, nous sommes en direct de Montréal. Bonsoir Étienne Daou, vous êtes expert associé sur la Corée du Nord à l'Observatoire de l'Asie de l'Est de l'Université du Québec à Montréal. Vous allez tout nous révéler sur la caisse noire de Kim Jong-un, le bureau 39. Un bureau qui sème ses cyber-soldats, cyber-pirates, corsaires. On compte sur vous, Franck de Cloquement. Bonsoir. Bonsoir. Pour nous révéler leurs méthodes, vous êtes expert praticien en intelligence économique et stratégie. Et nous sommes aussi en direct avec un hacker, gentil hacker, il le précise. Bonsoir Sax, vous êtes aux États-Unis, en Amérique du Nord, avec nous. Et justement, les États-Unis sont vraiment ciblés par Pyongyang. Donc on a demandé à Elisabeth Guedel, notre correspondante, d'être avec nous pour qu'elle nous parle de l'ampleur du phénomène. Donc merci à vous quatre d'être là pour ce débat. On va replonger sur une séquence qui remonte à pas très loin, puisque c'était au mois d'octobre dernier, les fastes du 80e anniversaire du Parti du Travail en Corée du Nord. Tout l'arsenal nord-coréen était sorti, notamment le nouveau missile balistique intercontinental. Mais il y avait énormément d'armes. Alors, Étienne Daou, cet arsenal, il est financé par ce bureau 39. Expliquez-nous, quelle est cette officine ? Le bureau 39, c'est une façon de financer directement les poches de Kim Jong-un. Le système économique nord-coréen, pour le simplifier énormément, il est totalement différent de celui des 194 autres pays reconnus par les Nations Unies. Il y a 3 silos distincts. Le bureau 39 en est un, on va plonger dedans. Sinon, il y a également un système communiste traditionnel qui ne fonctionne pas dans les faits. C'est pour ça, des fois, on entend parler, bon, Corée du Nord, économiquement, ça ne va pas, c'est sur le bord de s'écrouler. En ce temps-là, on parle uniquement du silo socialiste. Et le citoyen moyen, pour survivre, a accès à un système capitaliste réduit, si on peut dire, essentiellement de petits marchés privés, exemple, aller revendre des champignons qu'ils ont cueillis eux-mêmes en Chine pour ensuite acheter du riz, faire des gâteaux de riz, les revendre sur le marché privé. Donc, pour simplifier, ce seront ces 3 silos-là. Le bureau 39 lui-même a carte blanche pour faire à peu près tout ce qu'ils veulent pour enrichir Kim Jong-un. Et Kim Jong-un, avec cet argent-là, parfois, il fait des cadeaux à sa population, exemple des téléviseurs dans les hôpitaux que j'ai déjà visités, ou encore un parc aquatique à Pyongyang, ça vient de là, ou encore financer l'arme atomique ou ses dépenses privées. Tout ça relève du bureau 39, ça ne relève donc pas du ministère des Finances nord-coréen, si vous voulez, c'est vraiment une entité à part. Voilà, alors le bureau 39, on va justement y revenir avec donc des cyber-corsaires, des cyber-pirates qui utilisent beaucoup le hacking. Franck de Cloquement, expliquez-nous en quoi ça consiste. Ils utilisent plusieurs techniques d'action. C'est effectivement une action sur la partie technique du cyber, donc on a l'habitude. Et puis maintenant, de plus en plus, ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire en fait des actions de captation par les vulnérabilités humaines. Donc l'idée étant de manipuler effectivement des gens qui peuvent être des possesseurs de cryptoactifs ou richissimes, ou des entreprises, donc les gens à l'intérieur des entreprises qui permettent effectivement à ces hackers de pénétrer le dispositif technique par l'intermédiaire des codes et par l'intermédiaire de différents moyens d'accès techniques que l'on fait dire à la personne mystifiée. Donc ils se font passer pour des Américains ou par exemple, des Européens. Exactement. Il y a des faux CV, ils se fabriquent des légendes. Et il y a aussi également des entreprises qui, par le biais de LinkedIn, se font passer pour des DRH. Donc ils utilisent la manière de recruter par le biais de l'intelligence artificielle. Ça leur permet de repérer en fait les dispositifs d'action de recrutement. Et puis ils recrutent faussement des gens d'entreprises visées qui peuvent éventuellement leur permettre d'extraire du capital industriel ou technique à leur fin. Alors nous avons un hacker, gentil hacker, je le rappelle, Sax, qui est avec nous. Les Nord-Coréens ont vraiment développé une expertise dans ce domaine. Comment on l'explique ? On l'explique par plusieurs choses. Déjà, leur position au niveau du monde politique et géopolitique. Et il faut se dire que pour la Corée, mais la Corée n'est pas seule, alors, il y a pas mal d'autres pays comme ça, il faut un peu les voir un peu comme la Russie et Wagner. Donc il va aussi avoir leur groupe de hackers, leur groupe de cybercriminels qui vont avoir tous les moyens possibles financiers en temps pour venir mener ces cyberattaques. Sauf que là, quand même, on parle un peu d'attaques soit étatiques ou soit aussi attaques pour venir
déstabiliser de grandes entreprises. Et donc là, la plupart du temps, on va un peu faire référence à ce qu'on appelle des groupes, donc des APT, donc Advanced Persistent Threat, à la différence des autres groupes cybercriminels vraiment de ransomware. Donc là, on est vraiment un niveau, deux, trois niveaux au-dessus avec une manne financière, technique, tout à disposition pour venir mener à bien cette cyberattaque. Et je vais m'arrêter là. Il y a eu un exemple assez intéressant en 2024 où une mini cyberattaque a été détectée de manière impromptue, aurait pu causer énormément de dégâts. Et ça, c'était le fait du réseau, en tout cas nord-coréen, avec un groupe qui s'était là depuis au moins 3 ans en train de travailler sur cette cyberattaque totalement diffuse. Alors voilà pour cette précision. Sax, on a vu ce chiffre, 1,5 milliard de dollars donc détournés, volés par la Corée du Nord. Et c'est le FBI qui a révélé ces chiffres. Alors on est avec justement Elisabeth Guedel. Cette menace, elle est prise très au sérieux aux États-Unis. Ah oui, très au sérieux. Et de plus en plus d'histoires sortent avec la révélation de ce mode opératoire nord-coréen. Et notamment, il y a l'histoire de cette femme en Arizona, Christina Chapman, 50 ans, qui avait accepté de transformer son salon chez elle en ferme d'ordinateurs portables. C'est-à-dire que ces travailleurs nord-coréens, qui sont généralement basés en Russie et en Chine, eh bien, ils ont besoin d'une adresse aux États-Unis pour qu'une fois embauchés, eh bien, l'entreprise leur envoie leur ordinateur pour qu'ils puissent travailler. Donc elle a accepté ces ordinateurs, elle en a envoyé certains en Chine, dans des petites villes à la frontière avec la Corée du Nord, et puis d'autres, elle a accepté de les brancher chez elle. Et donc ces travailleurs nord-coréens enchaînés en Russie, eh bien, se branchaient directement, avaient accès aux données de l'entreprise, participaient à des Zooms, comme si de rien n'était. C'était complètement transparent. Sauf que le FBI a fait son enquête et est remonté jusqu'à elle. Et attention, les chiffres sont vertigineux. Ils ont retrouvé 90 ordinateurs chez elle qui avaient réussi à infiltrer 309 entreprises américaines sous 68 identités volées différentes. Et donc la somme récoltée par la Corée du Nord et par ce seul réseau, eh bien, c'était 17 millions de dollars. Vous voyez l'ampleur. Alors cette femme a été quand même condamnée à plus de 8 ans de prison et à payer une amende de 170 000 $. Mais ça prouve, vous voyez, qu'une seule personne, un maillon important, cette adresse aux États-Unis, eh bien, ce que ça permet de récolter à la Corée du Nord. Étienne Daouf, vous connaissez très bien cette société nord-coréenne, c'est-à-dire que vraiment, il y a une étude de marché, quelles entreprises attaquer. Les États-Unis, c'est vraiment la cible privilégiée ? Oui, en fait, on peut remonter assez loin dans l'histoire coréenne parce que les Coréens en général, autant nord que sud, il y a un phénomène étudiant en psychologie qui s'appelle le Han, qui est une forme de mélancolie collective, si on peut dire, parce que la Corée, historiquement, a été envahie par tout plein d'empires. On peut parler des Mongols, des Chinois, plus récemment des Japonais. Et en Corée du Nord, c'est vu le côté américain de la Corée du Sud comme étant la dernière étape en ligne. Donc, la Corée du Sud a été envahie par les États-Unis. Donc, le citoyen sud-coréen est une victime de l'Empire américain. Et si présentement la Corée est séparée, c'est à cause des Américains qui ont séparé. Donc, ça, c'est la doctrine officielle. Libre à vous de positionner vos opinions personnelles. Mais c'est ainsi que c'est véhiculé de leur côté. Donc, les Américains sont coupables de la situation actuelle de séparation de la Corée. C'est pour ça que ce sont les premiers visés. Puis en même temps, on va se dire, les Américains sont très riches, donc tant qu'à voler quelqu'un, autant mieux que ce soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ça donne bien de leur côté. Voilà pour ces explications, effectivement. Alors quand même, on les repère de plus en plus, ces cyber-soldats ou pirates. Notre confrère du Figaro, Steve Tenray, cite un rapport d'une société de cybersécurité, c'est pas le seul, DTX, mais quand même 1 millier de faux profils détectés, des pirates qui ont maintenant des noms, des visages, donc ça se retourne contre eux. Il y a Naoki Murano, Jenson Collins, Franck de Cloquement. En fait, finalement, on peut les repérer ou c'est compliqué? Comment ça se passe? C'est toujours le problème de ce qu'on appelle l'attribution qui consiste à retrouver en fait l'explication, ceux qui attaquent. Et c'est toujours compliqué d'avoir une trace informatique à l'image des empreintes digitales dans le domaine de la criminalité normale. Et donc c'est compliqué de les repérer, mais on les repère parce qu'on est capable aussi de remonter ces traces. On a aussi ce qu'on appelle l'imputation dans les services de renseignement, c'est-à-dire que compte tenu de à qui profite le crime, on sait à peu près où les choses sont fléchées. Et en la matière, je peux vous indiquer que depuis 2017, le montant récupéré par ce type d'action s'élève d'ores et déjà, et on
n'est pas à la fin de l'année à 6 milliards. On a presque battu un record cette année à presque 2 milliards au moment où on se parle, et ça a été effectué Même si on les repère. Bien sûr. Ils arrivent à contourner. Mais bien sûr, parce que effectivement, l'objectif pour eux, c'est de financer de toute façon tout ce qui est balistique et tout ce qui est nucléaire. Donc c'est quelque part l'argent qui permet aussi d'alimenter ce secteur de façon à faire que les forces et la puissance nucléaire puissent être projetées par la mise en place de techniques balistiques qui demandent de l'argent. Oui, selon un rapport de l'ONU, même plus de 50% de ce programme nucléaire nord-coréen serait en effet financé par ces cybervols. Saxe, est-ce que c'est compliqué de se cacher? Est-ce que, là on l'a vu, hein, les visages de ces deux jeunes nord-coréens qui ont été donc découverts. Comment ça se passe? C'est un peu plus compliqué de se cacher, donc ça aussi c'est une autre idée reçue. Après, il faut vraiment faire la différence entre, tout à l'heure ce que je disais, hein, vraiment ces cybercriminels de très 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 haut vol qui sont directement liés au régime, donc ils sont financés par le régime pour mener des cyberattaques longues, assez insidieuses, presque indétectables. Des autres groupes cybercriminels classiques, ce qu'on appelait dans l'univers un peu du ransomware, vous savez, c'est lorsque ils vont rentrer dans l'entreprise, ils vont mettre dedans un bloqueur, donc il va bloquer le système informatique et surtout demander derrière une rançon. Là encore, on est dans un autre type de profil, et puis pour un peu le dernier profil, c'est un peu ces cybercriminels de bas étage qui viennent là pour nous attaquer. Et donc, c'est plus ou moins compliqué de savoir surtout se cacher, Estelle. Alors, Étienne Daou, on évoquait effectivement pourquoi les États-Unis étaient une cible privilégiée par la Corée du Nord. D'ailleurs, on va y revenir parce qu'il y a eu quand même un rapprochement à un moment avec Donald Trump et Kim Jong-un. Mais il n'y a pas Internet. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'externaliser leurs équipes. On évoquait la Russie, la Chine. Est-ce que ces gouvernements travaillent la main dans la main? Comment ça marche? Il y a Internet en Corée du Nord. Déjà, on va mettre la base. Les citoyens nord-coréens moyens ont accès à un intranet qui est refermé. Par contre, autant les touristes peuvent acheter une carte SIM, et moi-même, j'ai déjà contacté ma conjointe par Messenger, et il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais le réseau Internet est réservé à une élite. Donc, ça se fait à partir de la Corée du Nord d'accéder et de faire des cyberattaques. Ça, c'est tout à fait possible. Là, nécessairement, on parle d'aller physiquement en entreprise, ce qui est une autre question complètement. Mais oui, ils ont accès. Ils ont de l'équipement informatique. Donc, il n'y a aucune limite technologique. Il ne faut pas oublier, il y a à peu près 1000 km de frontières communes avec la Chine. La frontière nord-coréenne avec la Chine est immense et à peu près impossible à contrôler. Donc, il y a beaucoup de choses, on peut dire, ou d'activités qui peuvent transiter par là. Est-ce qu'il peut y avoir des complicités justement avec les Chinois, avec les Russes? Oui. Oui, de toute façon, quelque part, j'ai envie de vous dire que la Corée du Nord est un peu le petit dragon affilié à la Chine. C'est un proxy, comme on dit, un intermédiaire. Et d'une certaine manière, cela permet aussi à la Chine, à travers ce que peut faire les gesticulations de Pyongyang, d'envoyer un sous-texte au reste de l'Occident. Donc bien évidemment qu'il y a ce que j'appellerais au moins des formations, au moins des moyens techniques qui sont donnés, parce que même quand on pense à la balistique et quand on pense effectivement à ces 6 milliards qui ont été récupérés, ça ne suffit pas à développer un programme entièrement, ça coûte très très cher. Donc de toute façon, c'est de toute façon aider, en tout cas piloter ou accompagner d'une manière ou d'une autre, évidemment. Donc on le voit sur ces problématiques Internet et d'accès au réseau. Alors Elisabeth Guedel, donc en direct de New York, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu ce rapprochement entre Donald Trump et Kim Jong-un. Là, on avait dit que peut-être ils allaient se rencontrer avec cette tournée asiatique. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi vous le... C'est vrai que Donald Trump avait ouvertement dit qu'il voulait vraiment voir Kim Jong-un. Et manifestement, ils ont annoncé un problème d'emploi du temps, que c'était trop serré. Mais en fait, c'est Kim Jong-un qui semble ne pas avoir voulu voir Donald Trump, ce qui est vraiment un pivot de la part du dirigeant nord-coréen. On se souvient qu'au premier mandat de Donald Trump, ils se sont vus 3 fois. Kim Jong-un l'a même accueilli sur son sol. Premier président américain à l'accueillir en 2019 sur le sol nord-coréen. Et là, en fait, on
se souvient de ces images en septembre de Kim Jong-un avec ses homologues chinois et russes, Vladimir Poutine et Xi Jinping, au cœur de Pékin, lors de la parade militaire absolument extraordinaire. Ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Ça a été les Américains ont été vraiment impressionnés par ces images. Donc Kim Jong-un clairement a dit à Donald Trump, eh bien j'ai plus besoin de l'Amérique, j'ai pour l'armement, pour le pétrole, j'ai la Russie, pour le commerce, j'ai la Chine. Et puis il a un discours interne maintenant très bien rodé pour sa population, de dire un discours de résilience face aux sanctions, même d'héroïsme en Ukraine, puisqu'il envoie des soldats nord-coréens en renfort de l'armée russe. Donc clairement, le dirigeant nord-coréen a beaucoup moins besoin de s'afficher, en tout cas de s'entendre avec un président américain, quel qu'il soit d'ailleurs. Étienne Daou, est-ce que vous partagez cette analyse? Effectivement, Kim Jong-un, maintenant, les États-Unis, ils leur tournent le dos. Oui, ben, en fait, il y a un joueur qui manque autour de la discussion, c'est la Corée du Sud. Jusqu'à maintenant, Donald Trump a eu beaucoup de chance dans toutes ses approches, à savoir que en Corée du Sud, si la Corée du Sud souhaite un rapprochement avec la Corée du Nord, c'est quand même une condition préliminaire avant que les États-Unis aillent se rapprocher de la Corée du Nord, parce que ça pourrait pas. La Corée du Sud et les États-Unis doivent y aller main dans la main, sinon ça ne fonctionne pas. Maintenant, en Corée du Sud, autant qu'on a des partis sur l'axe droite-gauche, comme on connaît un peu partout dans le monde, autant qu'il y a un deuxième axe pour positionner les partis. Il faut vraiment voir le positionnement des partis sur une matrice à deux angles, et l'autre angle étant pro-rapprochement ou pro-confrontation. Depuis 6 mois, nous avons désormais un gouvernement pro-rapprochement en Corée du Sud. Donc, en théorie, la table est mise. Toutefois, il y a plus de 6 mois, c'était un gouvernement pro-confrontation, et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs une énorme rupture de la Corée du Nord. Je vous ramène au tout début 2024, où est-ce que Kim Jong-un a annoncé un immense bâtiment qui est le bâtiment de la réunification, qui est à l'entrée de Pyongyang sur l'autoroute qui mène directement vers Séoul. Ce bâtiment-là aurait été détruit. On n'a pas vu d'image de la destruction, mais vraisemblablement, c'est bel et bien vrai, il a été détruit. Donc, la réunification n'est plus dans le discours nord-coréen depuis le début 2024, ce qui est une rupture importante par rapport aux 80 dernières années. Donc, c'est nouveau de leur côté. Il s'est créé un énorme conflit avec le précédent gouvernement sud-coréen et présentement, la Corée du Nord n'est pas prête à se réconcilier. Il y a eu trop de dommages faits à ce moment-là. Donc elle va continuer à lancer ses brigades. C'est vrai que on va revenir à effectivement ces soldats, on ne sait pas comment trop les nommer. Sax, c'est compliqué d'avoir cette formation. Vous nous avez fait effectivement les différentes sortes de hackers, mais c'est compliqué ou pas de se former, d'être toujours opérationnel? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, je dirais que c'est encore beaucoup plus simple de se former, de débuter dans la cybersécurité, mais pire encore dans la cybercriminalité, parce que vous savez, vous avez un peu l'émergence vraiment de cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a à portée de main, même dans son téléphone, ce qu'on appelle donc des LLM, donc des grands langages de modèles qui permettent simplement, même si on viendrait même en fait à faire du verbiage comme parler à un enfant, on peut commencer par exemple à demander à l'IA, à demander au LLM, construis-moi une attaque cyber, un ransomware pour venir attaquer telle ou telle autre entreprise ici en France, un peu en dehors de l'Europe. Et là où c'est fou, c'est que ces modèles-là, petit à petit, commencent à être quand même assez proches. Et donc, ça permet quand même de rentrer plus facilement dans cet univers de la cybersécurité, mais surtout de la cybercriminalité qui commence aussi à être utilisée à vraiment des niveaux assez étatiques. Et je suis assez cynique en 2025 et surtout pour les prochaines années en disant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'être un cybercriminel que de vendre de la drogue parce qu'on a tellement de choses par rapport au cyberespace. Alors Franck de Cloquement, vous êtes, je crois, totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc c'est de plus en plus facile. Et pourquoi attaquer les blockchains, la crypto-monnaie? Parce que c'est plus simple aussi que de braquer une banque? Comme le dit notre interlocuteur, effectivement, l'IA permet d'aller beaucoup plus vite et à ces hackers nord-coréens d'être beaucoup plus efficaces en prenant finalement un minimum de risques par rapport à des trafics tels que le trafic de drogue. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que la Corée du Nord a aussi de très bonnes universités de formation. Ils sont très très bons, c'est une puissance mathématique si j'ose dire. N'oublions pas non plus que les spécialistes coréens, en particulier ceux qui travaillent pour le militaire, tous les garçons en Corée du Nord peuvent être mobilisés 10 ans
au bénéfice de l'État, sous les drapeaux. Donc comme c'est aidé et que comme de toute façon ils ont du temps et ils ont du financement, évidemment ça leur permet de déployer tout cela. Puis ensuite ils utilisent les derniers modèles effectivement d'intelligence artificielle pour pouvoir tromper, duper. On l'a vu dans le cas des faux recrutements RH. Donc l'objectif c'est de démultiplier ce type d'action, c'est de les rendre beaucoup plus efficaces, c'est ensuite de récupérer la devise, quelle que soit la chose, et de pénétrer éventuellement les entreprises adverses. Pourquoi ? Pour récupérer de la propriété industrielle et pouvoir faire, pourquoi pas, du return engineering, enfin, se débrouiller. Il y a plusieurs niveaux de, exactement. Il y a plusieurs vol. couches, en fait, qui leur permet par opportunité, si vous préférez, de récupérer de la devise, mais aussi de récupérer de la technique, de la technologie, pour être indépendant et finalement financer les projets fous ou non de Pyongyang. Alors justement, Étienne Daou, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Parce qu'on l'a dit, ça finance l'arsenal notamment nucléaire. Est-ce que cette menace nord-coréenne, elle se précise? La menace, faut la voir sur. Je la vois personnellement beaucoup plus d'un côté de force de dissuasion. Parce que pour la Corée du Nord, présentement, le conflit principal, c'est celui qui sépare la Corée en deux. C'est pour ça que la Corée du Sud a des craintes. Maintenant, je m'imagine aucun scénario où est-ce que la Corée du Nord réussit à envahir et contrôler la Corée du Sud. Ils ont 2 fois moins de population en partant, ça leur coûterait une fortune, c'est impensable. Donc, un scénario où est-ce que la Corée du Nord décide de déclarer la guerre au Sud pour l'envahir, on l'exclut. Rendu là, à croissant l'arme atomique, ben, ça devient purement dissuasif. Ou encore commercial, peut-être qu'ils seraient intéressés de revendre ça à un de leurs partenaires. On ne sait pas, je lance l'idée. Est-ce qu'ils pourraient le revendre à l'Iran? En théorie, c'est pour cette raison que l'oncle de Kim Jong-un a été fusillé il y a un peu plus de 10 ans. C'est qu'il essayait de revendre l'arme nucléaire à l'Iran. D'accord, des scénarios qui ne sont pas extrêmement rassurants. Hein. Juste pour un détail pratique, Sax, si vous avez des conseils à donner pour repérer donc ces cyber-corsaires, on dit que parfois on leur demande, on pose des questions désagréables sur la Corée du Nord, ou est-ce que Kim Jong-un est gros, pourquoi? Est-ce que ça marche ou pas? Je vous vois sourire. Oui, une fois de plus, que des idées reçues, mais je donnerais peut-être 2 conseils. Mais le premier conseil, qui est peut-être pas directement accessible, mais il y a l'EFF qui a fait un projet assez intéressant. Vous savez, c'était lorsqu'on parlait aussi un peu de Pegasus, une autre cyberarme qui était déployée, entre autres, soit sur le téléphone de certains présidents, de certains opposants politiques, de certains journalistes. Et donc, ils ont fait un programme assez intéressant qui permet, par exemple, de savoir est-ce qu'on est, par exemple, infiltré par des cybercriminels, par des hackers, ou est-ce que, par exemple, on a aussi une cyberarme. Et le second, c'est à tous vos téléspectateurs, c'est vraiment les gens ont une très mauvaise hygiène numérique. Et si par exemple je dis que je suis quasi sûr qu'il y a au moins une personne parmi les gens qui nous regardent qui doit au moins utiliser son mot de passe sur 5, 10, 15, 20, 30 applications, ça faut arrêter de le faire parce que c'est le meilleur moyen de vous pirater, de retrouver votre mot de passe et donc de rentrer dans toute votre vie privée numérique. D'accord, c'est terrible. Je crois que je me reconnais un petit peu dans l'utilisation pas très prudente de ces mots de passe. Franck de Cloquemont, juste pour finir, effectivement, là aussi, on a plus le temps, malheureusement. Merci beaucoup, c'était passionnant. On se rend compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour limiter ces cyberattaques venues de la Corée du Nord. Merci à vous 4 d'avoir participé au débat de 64 minutes. Nous, on se retrouve demain à 18h, heure de Paris. Restez sur TV5 Monde.